Jusqu'à quand est possible l'audit de certification à distance? C'est jusqu'au 31 décembre de cette année. Nirina, je te laisse répondre, mais je crois que c'est bien ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur lesquelles Nirina ou Adil souhaitent prendre la main. Alors peut-être oui, sur les indicateurs pour les formations certifiantes, les indicateurs de résultats représentatifs, est-ce qu'on peut donner est-ce qu'on peut commenter? Je te laisse y répondre, Adil. Sur la question, alors pour les formations non certifiantes, quels sont les indicateurs de résultats représentatifs? Exemple. Voilà, donc là j'ai mis un certain nombre dans la partie questions, un certain nombre d'indicateurs qu'on retrouve le plus souvent chez nos clients et qu'on retrouve le plus souvent également en audit de certification. Donc vous pouvez communiquer sur le nombre de stagiaires que vous formez à l'année. N'oubliez surtout pas de mettre la palette de calcul. Exemple, sur l'année 2020, nous avons formé X stagiaires. X formations étaient dispensées. Vous pouvez également communiquer sur le taux de satisfaction de vos stagiaires, sur le taux de recommandation si c'est une question qui est posée dans vos enquêtes de satisfaction. Donc, je pense qu'il est très, très intéressant de communiquer là-dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en présentation, on est sur un modèle TripAdvisor. C'est le moment de vous vendre. Et également, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est le taux d'atteinte des objectifs. Encore une fois, pour extraire ce taux, il faut poser la question à vos stagiaires dans vos enquêtes de satisfaction. Pensez-vous avoir atteint les objectifs de la formation, ce qui va vous permettre d'en extraire un taux d'atteinte? Voilà quelques exemples non exhaustifs, bien sûr. Après, si je devais compléter, pareil, si vous allez dans le guide de lecture du référentiel national qualité, donc qui est téléchargeable sur le site internet du ministère du Travail gratuitement, je précise, il est gratuit. Vous avez effectivement, si vous allez regarder, consulter l'indicateur 2, vous avez quelques exemples qui vous sont fournis. Après, le principe, à moins de désolé de me répéter, mais je pense que c'est quand même important. Le principe, c'est pas simplement de choisir des indicateurs comme ça au hasard parce que c'est dans l'exemple et de les afficher. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez vous aussi, vous avez des exemples, regardez ce qui vous semble le plus pertinent par rapport à votre offre, à votre activité et aux catégories d'actions sur lesquelles vous êtes positionné pour pouvoir communiquer des indicateurs qui soient pertinents. Donc, en fait, la pertinence, il n'y a pas de règle, elle va dépendre de votre situation, de votre public cible. Bon, là, ça fait un peu marketing, mais en réalité, autant transformer une exigence en opportunité en fonction du public cible, en fonction de votre offre, en fonction de votre activité, vous allez choisir l'indicateur qui soit le plus pertinent. Et ce sera à vous de démontrer la pertinence, bien sûr, à l'auditeur. Je crois qu'il y avait une autre question, je la recherche. Oui, c'est ça. Comment évaluez-vous l'atteinte des objectifs dans un bilan de compétences, sachant qu'ils sont différents selon les bilans? Alors, normalement, déjà, l'objectif en soi d'un bilan de compétences, on est tous d'accord, n'est pas le même qu'une action de formation ou qu'une action d'apprentissage. Donc, il y a déjà des objectifs très spécifiques qui sont fixés quand on réalise un bilan de compétences. Ensuite, quand vous regardez dans le guide de lecture du référentiel national qualité, vous avez, par exemple, à l'indicateur 5, une information qui me semble quand même essentielle. C'est qu'on va... dans la partie obligations spécifiques, on vous dit qu'il existe des outils et des grilles pour co-définir les objectifs en phase préliminaire. Alors, je vous passe les détails réglementaires du bilan de compétences, mais normalement, le bilan de compétences, il se fait en 3 phases. Préliminaire, investigation, conclusion. La phase préliminaire permet de co-définir un objectif avec la personne, le bénéficiaire, je dirais pour ne pas dire stagiaire, le bénéficiaire du bilan de compétences. Et la phase de conclusion permet, elle, de revenir sur ces objectifs et de faire un bilan. Donc, pour moi, je ne vais pas vous donner un exemple en prenant un exemple concret là tout de suite avec une personne en particulier, puis ce serait vous donner des informations confidentielles. Mais concrètement, il faut vraiment repartir de cette phase préliminaire où vous devez co-définir des objectifs avec le bénéficiaire que vous allez accompagner, et ensuite en phase de conclusion où vous devez de toute façon fournir une synthèse puisque c'est demandé, venir faire un bilan de l'ensemble des objectifs qui ont été définis et savoir dans quelle mesure ils ont été atteints. Dans l'indicateur 11, on vous parle d'évaluer l'atteinte des objectifs.
Donc voilà, je pense qu'il faut déjà partir du cadre réglementaire du bilan de compétences et pouvoir suivre les différentes phases comme c'est demandé effectivement dans la législation. Voilà, je reviens sur effectivement les audits à distance, hein. Sachez que si vous décidez à un moment, donc sur votre audit initial, de faire l'audit à distance, l'audit de surveillance aura nécessairement lieu sur site, hein, et la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si vous faites votre audit de surveillance sur site initialement, l'audit de surveillance aura lieu à distance, hein. Donc voilà, on a cette flexibilité jusqu'à la fin de l'année pour faire l'audit à distance. Après, elle est finie, hein, donc nécessairement tous les audits qui ont lieu après le 31 décembre auront lieu sur site. Il y a également une question en fait qui était dans le chat et donc qui était bonjour, audit en décembre avec une non-conformité majeure et levée de cette non-conformité en mars 2022. Pourra-t-on faire des formations en janvier 2022 et en février 2022 ? Hein, donc je rappelle le contexte, c'est que là on a un organisme qui a passé son audit de certification, qui a une non-conformité majeure, qui a pris un peu le temps pour lever cette non-conformité majeure, donc jusqu'en mars 2022. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire des formations en janvier et février ? La réponse, elle est oui, on a le droit de faire des formations. La question sous-jacente de Calliope, c'est est-ce qu'on aura le financement, est-ce qu'on aura la capacité de financer ces formations en janvier et février ? La réponse est non. Hein, il faut, pour que vous puissiez être éligible, avoir votre certificat, et quand vous avez une non-conformité majeure, le certificateur ne vous aura pas délivré votre certificat. Donc concrètement, il faut effectivement que vous leviez cette non-conformité majeure pour que le certificateur puisse effectivement vous délivrer le certificat et que vos formations soient du coup éligibles à un financement. Voilà, on a une autre question. Donc le prestataire respecte les exigences formelles de l'autorité de certification. Comment répondre à cet indicateur quand on ne délivre pas de certification ? Irina ou Adil, je vous laisse... Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, en fait. Alors, est-ce que Fabrice, vous pouvez préciser un petit peu la question, si possible ? Alors, juste pour la suite de la question, Dominique Damoiseau, j'étais en train de commencer à vous répondre, hein, donc je vais vous répondre à l'écrit, mais du coup, je vais répondre à l'autre question et je termine ma réponse écrite. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, ah oui, c'est l'indicateur 16, c'est ça ? Le prestataire respecte les exigences formelles de l'autorité de certification. Comment répondre à cet indicateur quand on ne délivre pas de certification ? Alors, je laisserai peut-être Adil compléter, mais en fait, pour moi, il faut faire la différence entre le process de certification, je parle de la certification professionnelle, hein, bien sûr, entre le process de certification et le process de formation. La formation prépare à la certification, sachant que vous pouvez être celui qui délivre ou pas la certification. Donc, vous pouvez être co-certificateur ou pas. Vous pouvez juste être partenaire organisme de formation. Donc, pour moi, en fait, sur l'indicateur 16, ce qu'il faut que vous vous assuriez, c'est déjà de savoir si, quand vous préparez votre stagiaire ou l'apprenant pour aller passer ses examens, si tant est qu'il y a un examen pour avoir la certification, est-ce qu'il va répondre à tous les prérequis avant de se présenter à l'examen ? Par exemple, s'il faut avoir plus de 18 ans, il faut s'assurer que quand il va arriver le jour de l'examen, il est majeur ou que vous avez vérifié sa pièce d'identité avant. Bon, ça, c'est un exemple comme un autre, mais voilà. C'est en fait, comment vous vous assurez que le candidat, le stagiaire qui va être candidat du coup à la certification va répondre aux exigences et aux conditions de présentation qui sont fixées par le certificateur si vous n'êtes pas le certificateur. Donc, ça dépend après, effectivement, des titres ou du diplôme. Je ne sais pas si tu as des compléments, Adil. Non, l'explication est claire. Si Fabrice, vous avez des éléments à rajouter ou une question complémentaire, surtout n'hésitez pas. En tout cas, c'est un indicateur spécifique certification professionnelle, hein. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, depuis fin mars 2021 et la version numéro 7 du guide de lecture, seuls sont considérés comme formation certifiante les titres qui sont déposés au RNCP. Donc, si vos formations ne sont pas déposées au RNCP, elles ne sont plus considérées comme certifiantes et forcément, l'indicateur numéro 16 sera non applicable pour vous. Voilà, on a une autre question sur combien d'écarts sont relevés en moyenne, répartition mineur, majeur.
C'est assez difficile de vous répondre sur ces éléments. Alors, bon, voilà, quand vous êtes accompagné par 4 As, généralement, il y en a 0 mineur et 0 majeur. Bon, voilà, après, en dehors de cette petite boutade, mais qui reste vrai, ce qu'on va voir, c'est souvent, en fait, quelques non-conformités mineures. Et je rappelle, hein, sur les non-conformités mineures, il faut quand même faire attention, parce que si vous avez 5 mineurs, ça équivaut à une majeure. Hein, donc la somme de 5 non-conformités mineures équivaut à une majeure, et donc dans ce cas-là, effectivement, le certificat n'est pas octroyé, et donc il y a peut-être un petit peu plus de temps, je dirais, pour lever ces différentes non-conformités. Mais voilà, c'est un petit peu difficile de vous répondre parce que ça dépend beaucoup des établissements. Autant, je dirais, quand on a vu la partie au tout début, hein, je dirais, on voyait beaucoup d'organismes qui étaient déjà dans une démarche qualité, donc voilà, des organismes qui passaient l'audit en janvier, février, par exemple, 2020, on savait qu'effectivement, c'était souvent des personnes qui étaient déjà très bien préparées, donc il y avait assez peu de non-conformité. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est effectivement voilà, des organismes qui s'y prennent un peu plus à la dernière minute, et donc qu'on voit un petit peu, je dirais, un nombre de non-conformités qui augmente, je dirais, dans les mois qui vont venir, puisque voilà, l'établissement peut être un petit peu moins bien préparé, et donc en ayant eu moins le temps je dirais, de mettre en œuvre l'ensemble des exigences. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur voilà, n'importe quel indicateur ou le process de certification, les différentes catégories d'actions? Je pense qu'il y a un point qu'on a mentionné, on a touché du doigt cet élément, hein, donc en ce qui concerne les catégories d'actions. Définissez bien les catégories d'actions que vous souhaitez viser, ou si elles ne sont pas encore mises en place, que vous souhaitez mettre en place. Hein. Il y a un point qui est très important, c'est que si vous devez faire un audit d'extension sur une catégorie d'actions supplémentaire, le nombre de jours d'audit est très, très pénalisant. Hein. Donc, nous, vraiment notre conseil là-dessus, c'est si par exemple vous êtes un centre de formation continue et que demain vous souhaitez créer un CFA, et que vous avez le projet de créer un CFA dans les quelques mois qui vont venir, essayez tout de suite de mettre en place voilà, les différents éléments et de créer vos CFA pour l'inclure directement dans les catégories d'action lors de l'audit de certification, ce qui vous évitera de refaire quasiment un audit intégral, je dirais, sur cette catégorie d'action. Et voilà, le corollaire est vrai quand vous souhaitez rajouter voilà, différents sites dans votre périmètre de certification. Essayez de les inclure dès le départ, ça vous simplifiera la tâche et ça vous évitera d'enchaîner 2 audits assez lourds les uns à la suite des autres. Alors, il y a une question qui met donc Sylvain Galandi, j'espère ne pas écorcher le nom, des conseils, spécificités, choses à savoir concernant les nouveaux entrants. Alors, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, dans le guide de lecture, sur certains indicateurs, il y a marqué la notion de nouvel entrant. Ça veut dire que si vous êtes un nouvel entrant, vous avez sur ces indicateurs-là, en fait, les indicateurs seront soit partiellement audités, soit pas du tout audités. Par exemple, l'indicateur 32, typiquement, il ne sera pas audité du tout si vous êtes nouvel entrant. Par contre, certains indicateurs, comme l'indicateur 2, sera audité, mais simplement sur votre capacité, sur ce que vous prévoyez de diffuser en termes d'indicateurs de résultats, et non pas sur le fait que vous en ayez diffusé, puisque vous êtes un nouvel entrant. Donc, ceci implique forcément de se poser la question de qu'est-ce qu'un nouvel entrant. Donc, la définition du nouvel entrant, elle est fixée dans le guide de lecture du référentiel national qualité dans la partie préambule. Dans la partie préambule, il est marqué qu'un nouvel entrant ou les nouveaux entrants sont des prestataires, donc on entend un prestataire de formation, bien sûr, sont des prestataires dont l'activité vient de démarrer. Donc, si vous venez d'obtenir votre numéro de déclaration d'activité, il est évident que, en fait, il est possible que vous ayez des actions de formation qui n'aient pas encore démarré. Donc, nécessairement, vous pourrez démontrer les process que vous prévoyez de mettre en place, mais vous ne pourrez pas démontrer la mise en place, puisqu'il n'y a pas d'action concrète qui a été réalisée. Donc, ça coule un peu de source, je dirais, sur cette logique de nouvel entrant. Peut-être point de vigilance pour ceux qui sont OF et qui développent une activité de CFA, vous ne serez pas nouvel entrant sur les 2 catégories, vous serez nouvel entrant que sur l'activité d'apprentissage. Donc, ça veut dire que vous serez audité intégralement sur la partie OF et sur tous les indicateurs, mais en nouvel entrant sur la partie apprentissage. Donc, il faut identifier dans le guide de lecture les indicateurs qui vont être spécifiques
qui vont vous permettre en fait d'être audité en nouvel entrant. Ça, c'est pas l'intégralité des indicateurs en tout cas. Voilà, et peut-être une question, on va dire, complémentaire, Nirina, c'est dans le cadre, je dirais, d'une formation longue pour laquelle on n'aurait pas forcément eu le temps, effectivement, de répondre à l'intégralité des exigences. Voilà, comment est-ce qu'on se met en conformité, je dirais, dans le cadre d'une formation longue, quand on a commencé, je dirais, à se mettre en conformité sur les exigences Calliope il y a quelques mois. Donc voilà, donc ça, la réponse là-dessus, effectivement, c'est qu'il faut d'ores et déjà démontrer que sur une formation longue, vous n'avez peut-être pas pu mettre en œuvre l'ensemble des exigences, mais que vous avez d'ores et déjà commencé sur le bout de formation sur lesquels vous aviez la possibilité de le faire, de vous mettre en conformité. Hein. Donc, par exemple, réaliser des évaluations à chaud à froid sur ce genre d'éléments. Il y a une nouvelle question. Je crois que tu as posé une question là, Charles-Antoine. Oui, c'est ça. Mais comme je voyais que tu étais devant ton écran et que tu ne répondais pas, du coup, j'ai répondu à ta place. Mais je suis ravi que tu ajoutes des compléments. Alors, je ne sais pas ce que tu as répondu, mais… C'était donc dans le cadre d'une formation longue. Exemple, voilà, je suis un CFA, j'ai une formation longue et je ne peux nécessairement pas mettre en conformité l'intégralité, c'est-à-dire de ma formation longue, puisque j'ai commencé à mettre en conformité il y a seulement 1 ou 2 mois. Alors, après, la question, c'est pourquoi depuis que 1 et 2 mois, mais bon, ça, c'est l'intelligence de situation de l'auditeur, je dirais, qui va, et selon ce que vous allez pouvoir lui répondre. Bien entendu, il ne s'agit pas d'inventer une cause. Hein. Alors, je pense qu'il faut être assez transparent dans ce cas-là, dans cette situation avec l'auditeur, dès le démarrage de l'audit, en lui exposant que depuis combien de temps vous avez commencé votre activité d'apprentissage ou depuis combien de temps vous avez mis en œuvre vraiment les exigences du référentiel national qualité et ensuite en fait lui expliquer dans votre process de formation sur les formations longues parce que dans le process il y a beaucoup de choses, hein. Il y a l'analyse de la candidature, le sourcing déjà, les entretiens, la candidature, après le process de validation pour voilà, validation des candidatures, après le process de formation, le suivi, l'évaluation, les évaluations, etc. Donc en fait la question c'est dans l'ensemble de ces process, à partir de… Je suppose que si vous avez mis en place depuis 2 mois, il y a peut-être tout ou partie des choses qu'on pourrait voir mises en œuvre et pas le reste. Donc, c'est à vous, après, je pense, d'expliquer à l'auditeur, vous avez mis en place depuis 2 mois. Ceci explique que telle ou telle partie de notre process est aujourd'hui conforme depuis tant de temps et cette partie-là n'est conforme que depuis tant de temps. Et effectivement, après, ce sera à l'auditeur de pouvoir choisir son échantillonnage en conséquence. Mais je vous dirais, après, ça dépend aussi de la raison pour laquelle ça a été mis en place que depuis 2 mois. Je dirais que c'est l'intelligence de situation de l'auditeur qui va primer là-dessus. Une petite question concernant donc, le niveau de veille attendu dans les indicateurs 23, 24, 25, dans le cas d'un formateur indépendant. Je vais laisser Adil. Oui, j'ai répondu dans le chat. Donc, Calliope ne fait pas de différence sur ces indicateurs, sur cette thématique veille entre un formateur indépendant et un organisme de formation, je dirais, classique avec des salariés. Donc, le niveau attendu est identique et similaire. Donc, vous devez, comme tout organisme de formation, prouver que vous êtes en veille. Donc, quelles sont vos sources de veille sur les 3 thématiques? Donc, je vous les rappelle, la veille légale et réglementaire, la veille sur les compétences et les métiers, et également la veille sur les innovations pédagogiques et technologiques. Et vous devez également prouver l'impact de cette veille et où son exploitation. Donc là, il n'y a pas de différence entre vous qui êtes formateur entre entrepreneurs et un organisme de formation classique, je dirais. Peut-être pour compléter… je t'ai envoyé une question, Adil, en modérateur. Pour compléter peut-être la question, parce que moi, par exemple, j'ai déjà l'un des premiers audits que j'avais fait sur Calliope en audit de certification, c'était un indépendant. Donc, en fait, effectivement, même si vous êtes un organisme indépendant, vous êtes soumis à la même logique, c'est-à-dire que pour que votre activité fonctionne, vous êtes censé faire une veille.
Sinon après un moment, en fait, votre formation votre offre va devenir obsolète. Donc nécessairement, il y a tout un process de veille que vous mettez en place déjà vous naturellement. Vous êtes abonné à des revues professionnelles, vous participez à des salons. Enfin, voilà, il y a un ensemble de choses qui est déjà en place. Et ensuite, comment est-ce que tout ça vous l'intégrez dans votre offre, dans quelle mesure vous l'intégrez et dans quelle mesure ça impacte votre activité. Donc, ce que vous devez faire si vous êtes indépendant, c'est déjà regarder votre fonctionnement actuel et voir tous vos sources de veille, comme un OF classique, sauf que pour vous, c'est peut-être à plus petite échelle. Et ensuite, pouvoir préparer les éléments de preuve en face de chaque source de veille et de la manière dont vous pouvez démontrer à l'auditeur comment vous les prenez en compte dans votre offre. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple très classique qu'on retrouve depuis. Certains organismes ont développé de la formation distancielle depuis le Covid. Donc, ils ont fait énormément de veille sur l'indicateur 24, du coup, si je fais un lien avec le référentiel, pour pouvoir développer des outils et adapter leur formation sur du distanciel, ou en tout cas sur une solution mixée. Donc ça, typiquement, c'est de la veille sur l'indicateur 24, avec des sources qu'on m'a présentées, et la preuve, c'est qu'il y a une formation distancielle. Ils ont une vidéo, une plateforme, etc. Donc ça, c'est aussi un exemple concret qui peut même s'appliquer à un indépendant ou quelle que soit la taille de votre structure. Voilà, on avait également une question sur un organisme qui est déjà certifié, donc ISQ ou PQF pour pas le nommer, donc qui est un référentiel inscrit sur la liste du CNEFOP et donc qui permet effectivement à cet organisme d'avoir un audit aménagé. Et donc il y a effectivement les indicateurs spécifiques pour les audits aménagés qui sont indiqués dans le guide de lecture. Et donc cet organisme ne sera audité que sur ces indicateurs-là. Et évidemment, la durée a été calculée pour limiter je dirais, l'audit sur ces indicateurs-là. En revanche, lors de l'audit de surveillance, l'organisme de formation sera bien audité sur l'intégralité des indicateurs. Donc, il faut bien faire attention à ça. L'audit aménagé, ce n'est que pour l'audit initial. Donc, il faudra bien s'assurer que l'audit de surveillance, vous soyez conforme sur l'intégralité des exigences. Et donc, c'est pour ça que nous, lors de nos accompagnements, on s'assure systématiquement que même dans le cadre d'un organisme qui est déjà certifié selon un référentiel existant sur la liste des CNEFOP, que l'intégralité des indicateurs sont bien validés et sont bien conformes aux exigences de la certification. Alors, donc la définition, donc là c'est toujours donc Fabrice, la définition du nouvel entrant porte sur le démarrage de l'activité de formation, mais pas sur l'entrée dans le processus de certification. Oui, c'est bien ça. Ça concerne l'activité de formation quand vous démarrez effectivement une activité de formation. Et effectivement, on a parfois des organismes de formation où il n'y a pas eu de formation depuis 1 an. Donc, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour démontrer à l'auditeur concrètement qu'on a bien mis en place les process dans la pratique? Donc ça, c'est un cas qui est souvent un petit peu épineux. Donc nous, évidemment, la préconisation, c'est essayer au maximum d'avoir quand même 1 à 2 formations qui reflètent le nouveau formalisme Calliope attendu en amont de l'audit. Donc l'auditeur va regarder des formations qui sont clôturées et qui sont récentes. Évidemment, on ne va pas remonter 6 mois ou 1 an en arrière comme on l'a expliqué. Donc c'est à vous de déterminer aussi à partir de quand vous avez commencé à vous mettre en conformité. Mais dans le cadre où vraiment vous n'avez aucune formation, il faut vraiment expliquer, expliciter, argumenter auprès de l'auditeur que, par exemple, pour des raisons Covid, vous n'avez pas pu dispenser de formation parce que l'intégralité de vos formations sont en présentiel, par exemple. Je vais dire un exemple comme ça. Mais voilà, il faut expliquer et argumenter parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu simple de dire bon, voilà, j'ai pas fait de formation et donc on ne peut pas échantillonner, je dirais, de formation concernant l'audit.